Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation en cette 8e journée d'action contre la réforme des retraites. C'est aujourd'hui aussi que se réunit la CMP, on en parlait, la commission mixte paritaire pour trouver un consensus entre l'Assemblée et le Sénat. D'abord un mot de la mobilisation. Le gouvernement n'a pas renoncé à l'occasion des 7 journées précédentes. Pourquoi renoncerait-il aujourd'hui ? Je ne pense pas qu'ils vont renoncer aujourd'hui, petit scoop. Mais vous savez, il y a 9 Français sur 10 qui sont opposés à cette réforme. 9 Français actifs sur 10 sont opposés à cette réforme. Les manifestations se passent de manière exemplaire, je tiens à le souligner, parce qu'on aime bien dans ce pays dire, vous voyez, les manifestants, c'est très dangereux. C'est exemplaire, ces manifestations. On y voit venir des gens qui n'avaient jamais manifesté avant. C'est des moments aussi de convivialité, d'espoir. Et on va continuer. Je peux vous dire que vote de la CMP ou pas, 49.3 ou pas, vote de la loi ou pas, on continuera de manifester parce qu'on a connu dans l'histoire de ce pays, comme par exemple le CPE, le contrat première embauche, des réformes qui avaient été adoptées et qui n'ont jamais été appliquées parce que le mouvement ne s'arrêtait pas. Et donc, on voit aujourd'hui, voilà, les parlementaires vont essayer de se mettre d'accord sur la réforme. Mais le gouvernement ne s'en tirera pas à si bon compte. Alors, nous n'allons pas nous arrêter. On va le voir tout au long de cette interview. En réalité, la question qui est posée, c'est qui a la légitimité entre la rue, entre le Parlement. Il y a différentes procédures. On va détailler tout ça. La question, c'est qu'est-ce qui est juste ? La première question. Il y a quand même une question de respect des institutions, Marine Tondelier. C'est pas qu'une question de droit parlementaire. On parle de la vie concrète des Français. On parle de travailleurs qui meurent avant de partir en retraite. Mais le respect des institutions, c'est pas un point important ? Le respect en fait des Françaises et des Français, c'est aussi important. Et je vous le dis, je fais partie des gens qui sont extrêmement inquiets de ce qui peut se passer en 2027. Moi, je suis élue d'opposition au Rassemblement national depuis 2014 à Hénin-Beaumont. Je sais ce que ça donne, l'extrême droite au pouvoir. Je trouve complètement inconséquent qu'un président de la République qui a été élu face à Marine Le Pen, pas aussi bien que Jacques Chirac, à 58%. À ses limites. Mais qui a été élu. Qui, le soir de son élection, nous dit « Vous savez, j'ai entendu votre message. J'ai conscience que je dois représenter tous celles et ceux qui m'ont élu et qui ne m'ont pas donné mandat pour tout mon programme. J'ai conscience que ça m'oblige. » Il a dit tout ça. Le 31 décembre 2022, il nous a dit « Moi, je vous demande d'être unis et solidaires. La France, on a besoin de vous. » Mais il a dit aussi qu'il ferait une réforme des retraites. Mais nous sommes unis et solidaires pour la 8e fois à plus d'1 million de personnes dans la rue aujourd'hui. Mais Marine Tondelier, et donc, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est le cercle de la raison. Il a raison sur tout. Il incarne vraiment la cohérence, le respect, la rationalité. Mais qu'il ait conscience que quand il y a plusieurs millions de Françaises et de Français dans la rue, parce que c'est pas les mêmes à chaque manifestation, qu'il reste sourd à ça, qu'il refuse de recevoir les organisations syndicales et qu'il laisse le Parlement voter la loi. Et qu'il s'assoit sur 9 Français. Pardon, mais la question est très simple. Quand même, répondez. Ça ne reste pas sans conséquence. C'est dangereux et c'est grave démocratiquement. Je veux juste qu'on se mette d'accord là-dessus. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de l'être. Mais non, mais je pense que chacun a pas là pour être d'accord, je suis là pour vous poser des questions. Non, mais chacun a bien conscience que ce qui se passe là dépasse la question des retraites. Juste une question, pardon. C'est une question de mépris, en fait. Vous prenez comme une évidence, et Laurent Berger, les syndicats font la même chose, que demain, on est quand même nombreux à trouver ça évident. Je finis juste la question. Peut profiter à l'extrême droite, au Rassemblement national. Or, c'est vous qui êtes sur ce plateau aujourd'hui pour défendre l'opposition à la réforme des retraites. C'est quand même fou de se dire que pour vous, à aucun moment on imagine que la gauche puisse bénéficier de cette contestation pour la réforme des retraites. C'est-à-dire que tout le monde considère comme évident que de toute façon, en réalité, l'opposition à Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. C'est ce que vous venez de rappeler à l'instant. C'est que, par exemple, le Rassemblement national, au Parlement, ils ont fait, par député, moins d'amendements que La République En Marche. C'est-à-dire que chaque député Rassemblement national avait moins à redire à cette réforme que les députés de la majorité eux-mêmes. Et pourtant, vous pensez qu'ils vont en profiter in fine ? Ils ne sont pas là. Ils ne servent à rien, ni à l'Assemblée nationale, ni dans le mouvement social. Mais nous voyons bien comment ça se passe dans ce pays. C'est que ce qu'est en train de démontrer Emmanuel Macron, c'est qu'on peut être 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions dans la rue. Il ne reçoit pas les organisations syndicales. Qu'est-ce qu'il envoie comme message de respect des corps intermédiaires qui ont créé les droits que nous avons ? Le respect du Parlement, Marine Tondelier. Est-ce que vous croyez, vous, je vais poser la question très simple. Beaucoup plus que M. Dupond-Moretti, manifestement. Alors, mélangeons pas tout parce que c'est déjà assez compliqué. On parlera des comportements à l'Assemblée. Il y a aussi beaucoup à dire sur les comportements des députés de la NUPES. Une question très simple. S'il y a un vote, officiellement, c'est ce que souhaite le gouvernement. Le gouvernement dit on veut un vote sur cette réforme des retraites. S'il y a un vote et que ce vote est positif, que la réforme est votée au Parlement, au Sénat comme à l'Assemblée, est-ce que vous reconnaîtrez la légitimité de ce vote ? Mais vous savez, la démocratie, c'est pas mettre un bulletin dans une urne, surtout dans des endroits où on a le choix entre le Rassemblement national et quelqu'un d'autre, et donc le choix, pour moi, est quand même assez rapidement vite fait. Et après, pendant 5 ans, dire, voilà, bon courage. On ne fait plus rien, on attend, on vous a élu. Mais personne ne vous demande d'attendre. La question, c'est simplement, est-ce que vous reconnaissez la légitimité du Parlement à voter la loi ? On ne peut pas donner des blancs-seings sur des mesures pour lesquelles 9 Français actifs sur 10 sont opposés.
c'est de la fracture sociale, et ce pays va suffisamment mal pour qu'on ne puisse pas de manière inconséquente se dire c'est pas grave, on marche dessus. On continue, ils manifestent de plus en plus, on accélère. C'est pas possible. Et pour ce qui est Mais de ce qui va personne se ne dit que passer, vous n'avez pas le droit de ce qui manifester. va se passer finalement aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Ils sont en commission mixte paritaire. Non, mais c'est à juste, huis vous n'avez clos. pas répondu Non, mais- à ma question. je vous Marine réponds. Tondelier, Non, mais pour le coup. vous allez On voir a où je 20 veux en minutes, venir. je peux la reposer 20 fois si vous Non, mais voulez. vous Il y a allez une voir où question je veux très en simple. venir. Je ne sais toujours pas sur quoi ils vont voter. Je ne comprends plus rien. Je pense comme énormément de Français. Les 1 200 €, c'est pour qui Ce texte, Enfin, on vous ne sait découvrez même pas ce qui va être mis aujourd'hui au le vote. fonctionnement d'une commission mixte paritaire. Je vais vous Oui, l'expliquer, parce que là, c'est mais très simple. je ne Il y a un comprends texte qui est plus sorti de rien. l'Assemblée, un texte qui est sorti du Sénat. Il y a 14 parlementaires qui D'accord. se réunissent pour trouver un texte de consensus. Mais donc, on est sur un sujet qui est essentiel pour la vie des Françaises et des Français. On ne sait toujours pas. Il y a des gens qui ont cru qu'ils allaient avoir 1 200 €. Ils ont compris qu'elle leur avait menti, mais finalement, c'est qui? On ne sait toujours pas. C'est pas clair. Donc, on ne vous sait avez pas. raison sur le fait qu'on ne sait Premièrement, pas ce qui sortira de la CMP. on ne sait pas vous ce avez qui tout va à être fait voté. raison. Oh non, mais on ne sait même pas ce que pense le gouvernement. À la fin, ils vont faire quoi? Ils vont lâcher à qui, comment, dans quel sens? On ne sait pas. Et deuxièmement, on ne sait même pas qui va voter Mais cette je ne réforme. demande pas C'est-à-dire que si le vous gouvernement lui-même Marine ne Tondelier, sait pas. je ne demande pas si vous êtes d'accord avec le fond du texte. Votre position, elle est très claire. Vous êtes opposé. Non, mais je Donc, ne on sais peut même être pas plus si clair. les Républicains sont d'accord avec le texte. Je ne sais même pas Mais il y aura un combien de vote. députés En Marche Marine vont la Tondelier, voter ou pas. vous n'avez pas répondu Je à ma constate question. qu'au sein même de la Donc, je vais- majorité, cette réforme fait Marine débat. Tondelier, je ne tiens pas à vous interrompre, mais il faut quand même que je puisse poser des questions. Je vais donc vous reposer la question. Si le vote est positif au Sénat et à l'Assemblée, reconnaîtrez-vous la légitimité du Parlement Je sur ce vote? reconnaîtra qu'il a été voté à l'Assemblée et au Sénat. Je Et continuerai qu'il de a donc reconnaître vocation à aussi s'appliquer. que je pense qu'à un moment, quand on est dirigeant et quand on est responsable, on doit entendre que certaines réformes, votées ou pas par l'Assemblée et par le Sénat et par la CMP et par qui vous voudrez, peuvent fracturer un pays, peuvent créer de la désespérance sociale, peuvent créer de la précarité, car c'est même les chiffres de l'adresse, la direction de la recherche, de l'évaluation et des études statistiques qui dit 2 ans de travail en plus, c'est 5 milliards en plus de coûts pour l'État, de prestations sociales, parce que cette réforme va jeter des gens dans la précarité. Il y a déjà un Français sur 2 l'année avant sa retraite qui ne peut plus travailler. Incapacité, chômage, parce qu'on n'embauche pas des gens de 61 ans et on embauchera encore moins des gens de 63 ans. C'est ça que va créer cette réforme. Et même quand elle sera votée, il sera temps que certains l'entendent. Donc je ne vous dis pas que si c'est voté, je vais dire « Ah bah c'est voté, mais c'était à une voix près ». Donc ça, c'est voté, c'est voté. Mais est-ce que ce sera plus juste pour autant? Je ne pense pas. Est-ce que ce sera plus acceptable socialement? Je ne pense pas. Si c'est ça que vous voulez entendre, que quand il y a un vote, il y a un vote, je vous le dis. Mais ça ne change rien au Moi, problème. je veux rien entendre, je veux juste Ça comprendre. ne change rien au problème, votre position. ni pour maintenant, ni pour 2027. Et ce qui est extrêmement préoccupant, et un président de la République républicain qui donne des leçons de République à tout le monde, devrait quand même l'avoir en tête. Sur les institutions, il se trouve que vous aurez quand même, même s'il y a un vote, pour le coup, encore des possibilités de recours, entre guillemets. Évidemment. Il y a l'idée d'un référendum d'initiative partagée qui a été déjà évoqué par plusieurs élus de gauche. Valérie Rabault l'évoquait dès mardi chez nos confrères d'Europe 1. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez également? Est-ce que vos élus, vous avez des députés et des sénateurs, vont s'engager pour un référendum d'initiative partagée? Je rappelle la règle, il faut 185 parlementaires et il faut surtout, et c'est là la grosse marche, près de 4 900 000 signataires français qui se mobilisent en demandant ce référendum. Est-ce que c'est votre souhait? C'est un exemple typique du fait qu'une réforme peut être votée et ne pas s'appliquer, Absolument. y compris la Constitution le prévoit. Dès lors qu'elle n'a pas été promulguée, c'est C'est ça. Donc c'est l'article bémol. 11 de la Constitution, et y compris les constitutionnalistes ont prévu ce cas de figure. Donc oui, on peut voter et continuer de combattre une réforme. Et donc vos nous députés ferons par tous les moyens parlementaires possibles. s'engageront dans cette Nous voie? le ferons par tous les moyens possibles parce que c'est ce que nos électeurs attendent de nous. Évidemment que vous dites c'est un projet, une possibilité, c'est très concret. Monsieur Peu, communiste, hier a annoncé à BFM qu'il avait déjà les 185 parlementaires nécessaires au dépôt étaient déjà collectés. On peut en avoir un peu plus et j'espère qu'on en aura un peu plus. Donc ça va se faire. Ça va se faire, c'est une demande forte des syndicalistes, c'est une possibilité de nos politiques que nous avons, partie de la NUPES, saisie. Et oui, évidemment, chaque parlementaire écologiste a signé déjà ce référendum d'initiative partagée. Et donc la phase suivante, c'est qu'il faudra que à peu près 5 millions de Françaises et de Français signent, disent « je soutiens » le fait que ce référendum soit organisé. Et donc c'est intéressant. C'est que tous ces grands démocrates qui nous donnent des leçons de constitution, d'institution, on va voir si jusqu'au bout ils suivent ça. Et pour le coup, Emmanuel Macron, qui avait soi-disant mandat, je veux bien qu'il va avoir l'occasion de vérifier s'il avait vraiment mandat. Donc vous lui dites aussi, parce que je le rappelais, il faut que la loi n'ait pas été promulguée, vous l'appelez à ne pas promulguer la loi, à attendre que le processus de RIP soit allé au bout pour voir s'il y a promulgation. J'ai bien ou pas. noté que le 49.3, le 47.1, les votes bloqués, ça ne lui faisait pas peur et ça ne lui posait pas de problème. Aller contre 9 Françaises et Français actifs sur 10, alors que ce référendum d'initiative partagée est engagé, je pense que ce serait
pour le coup, assez significatif de cynisme et de mépris et qui ne peut pas se le permettre, pour des tas de raisons. Il y a dans les procédures qui sont possibles encore, quand le texte sorti de la CMP, on va y revenir, mais reviendra demain par exemple devant les députés, la possibilité d'une motion de rejet, la possibilité d'une motion de censure, qu'il y ait ou pas 49.3, ça aussi on va y venir, mais ça va quand même poser une question, c'est qui vote avec qui. On sait que le député Charles de Courson, qui est un député Lyotte, qui est un groupe indépendant, essaye de dire... C'est un grand républicain, monsieur de Courson. Qui n'est pas de votre bord politique, mais je me rappelle des débats sur les échanges de nationalité, je peux vous dire qu'il avait été extrêmement digne. Et en l'occurrence, il se propose, d'une certaine manière, pour être le premier signataire et emmener derrière lui les votes de l'ensemble des partis. Mais ça voudrait quand même dire voter avec le Rassemblement national. Ce ne sera pas un sujet pour vous. Est-ce que vos parlementaires sont prêts à soutenir une motion qui serait présentée par Lyotte et à voter avec le Rassemblement national? Voter des motions de censure du Rassemblement national, nous avons démontré à de multiples reprises, car nous en avons eu malheureusement beaucoup l'occasion. Nous sommes fermes sur le sujet. Là, pour le coup, c'est une question qui se pose aux parlementaires. Et moi, je suis très respectueuse. Je suis chef de parti, je ne suis pas parlementaire. C'est les parlementaires écologistes et NUPES qui prendront la décision. Et je leur fais entièrement confiance pour prendre les bonnes décisions. Mais vous ne l'excluez pas. La fin peut justifier les moyens. Et puis je pense que tout ça dépend de ce qui va se passer dans les heures qui viennent. Jusqu'où va le cynisme, jusqu'où va le mépris? Est-ce qu'on est encore capable de faire ensemble, de vivre ensemble? Tout ça est important. Moi, j'ai noté que le président attendait qu'il y ait un mort dans la rue pour retirer sa réforme. C'est un propos qui a été donné par son conseiller qui a été extrêmement malheureux en disant oui, ça ne les ferait pas les manifestations, juste s'il y a un mort, peut-être il va réfléchir. Le président de la République n'a jamais dit ça publiquement. C'est ses conseillers qui parlent pour lui puisqu'il ne dit rien. C'est un propos rapporté qui n'a jamais été confirmé par l'Élysée. Ses conseillers rapportent que vraiment il est très embarrassé par la maladresse de ses ministres. Je rappelle quand même que c'est sa réforme, que c'est son idée, que même lui il voulait 65 ans. Mais vous pensez vraiment que le président attend un mort dans la rue pour arrêter sa réforme? Je ne pense pas, mais je trouve que il ne parle pas, c'est un problème. C'est une forme de lâcheté, finalement. C'est sa réforme, c'est son idée. Il l'a portée toute la campagne. Il est où aujourd'hui pour aider sa première ministre et ses ministres? Il les laisse seuls au front. Évidemment qu'ils font des maladresses, il fallait s'y attendre. C'est indéfendable comme réforme. Et au moment où ils font des maladresses, il envoie ses conseillers. Et excusez-moi, des conseillers de l'Élysée, ils ne sont pas là à improviser, en fait. Mais vous ne vous félicitez pas du fait qu'il laisse, pour le coup, le Parlement travailler? Parce que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le Parlement qui travaille. Le Parlement et la rue qui lui dit des choses. Et normalement, un président de la République, dans ce pays, écoute et au moins rencontre les syndicalistes. Il refuse de les recevoir. Ça représente les salariés de ce pays. Est-ce qu'une manière de sortir de tout cela, à terme, dans les prochains mois, parce que vous dites qu'il y a beaucoup de sujets qui se posent, c'est la dissolution? Est-ce que vous souhaitez une dissolution de l'Assemblée nationale? Dissolution pour faire quoi? Enfin, très sincèrement, là, on est Donc dans un vous ne la moment... demandez pas? Je sais même plus. Très sincèrement, moi, je suis la tête dans le guidon de cette réforme. Notre combat principal, c'est de faire que les Français ne travaillent pas 2 ans de plus parce que beaucoup de personnes n'en sont juste physiquement, psychologiquement pas capables et vont mourir avant de pouvoir bénéficier de la retraite qu'ils ont attendue et pour laquelle ils ont cotisé toute leur vie. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je le redis, qu'il y a cette commission mixte paritaire. Et vous avez raison, on ne sait pas ce qui va en sortir, puisque députés et sénateurs doivent en discuter. 7 députés, 7 sénateurs. Il y a quand même des députés qui arrivent, et sénateurs, dans cette commission, avec l'intention de tout faire pour améliorer le texte. Bon, il n'y a pas de doute, il ressortira avec un report de l'âge légal à 64 ans. Ça, c'est acquis. C'est le principal problème. Il y a une majorité. Absolument, et vous avez dit votre position. Mais est-ce que ce n'est pas important aussi de savoir quelles améliorations on y apporte? Par exemple, les Républicains, la droite, c'est pas votre bord politique, apporter l'idée qu'il y ait une surcote pour les femmes, pour les mères de famille, qu'elles soient mieux rémunérées sur leur retraite si leur amendement est retenu. Est-ce que, par exemple, là, vous souhaitez que cet amendement soit retenu in fine et conservé dans le texte final? Je suis ravie que la droite défende les femmes, ça me fait très plaisir. Mais pour le coup, j'ai aussi entendu des débats très intéressants à gauche qui montraient que si les femmes étaient payées au même niveau que les hommes dans ce pays, par les cotisations supplémentaires que ça générait, puisqu'elles gagneraient plus, donc elles cotiseraient plus, alors on n'aurait pas de problème d'équilibre du régime des retraites en 2030. Nous, on ne veut pas juste des surcotes, on veut être payés comme les hommes. Aujourd'hui, nous sommes payés 26% de moins que les hommes quand nous sommes salariés, et on veut les mêmes retraites que les hommes. Aujourd'hui, nous avons des retraites de 40% de moins que les hommes dans ce pays. Et cette réforme, telle qu'elle a été conçue par le gouvernement, faisait que le seul avantage quand on est une femme dans ce pays et qu'on a des enfants, c'est qu'il y avait une manière de comptabiliser les trimestres de grossesse qui était un peu avantageuse. Et l'effet de cette réforme était de gommer ce seul avantage que les femmes avaient dans ce pays. Donc évidemment que c'est un sujet, tout ce qui ira dans le sens des femmes,
on le prendra, mais puisqu'on veut que cette réforme soit retirée, il va falloir le mettre dans un autre véhicule législatif. Il y a une question aussi qui a été posée et soulevée par certains de vos collègues parlementaires à gauche, c'est la manière dont se déroule la CMP. Ils s'offusquent du fait qu'elle ne soit pas publique, qu'elle ne soit pas retransmise, par exemple, sur les canaux de vidéos parlementaires, comme c'est le cas pour les débats en séance publique. Est-ce que c'est aussi votre crainte ? Parce que j'ai du mal à saisir quel problème ça pose dès lors que la CMP fait l'objet d'un compte-rendu très précis et qu'on saura in fine qui a défendu quoi. D'ailleurs, en fait, on le sait parce que chacun des parlementaires s'est exprimé publiquement sur ce qu'il souhaitait. Dans ce pays, déjà, dans nos institutions, il y a un fait majoritaire. C'est-à-dire que plus vous avancez dans l'entonnoir, plus le fait majoritaire est écrasant. Ça veut dire que dans la CMP tout à l'heure, il y a 7 députés, il y en a un RN, une NUPES, ce sera Mathilde Panot, et tous les autres sont de la majorité. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les CMP sont à huis clos, mais ça a toujours été le cas. Et donc c'est vrai que quand vous êtes parlementaire, vous vous battez pour votre amendement que vous arrivez à mettre dans la loi, puis tout d'un coup, il disparaît en 3 minutes, vous savez jamais pourquoi, comment, etc. Mais ce qu'il faut quand même dire aussi aux Françaises et aux Français, c'est qu'en réalité, les choses se passent pas vraiment dans la CMP. Souvent, en fait, tout est négocié avant. Et donc, au moment de la CMP, chacun sait ce qu'il a à faire. Les choses ont été dealées, comme on dit, avant, au sein de la majorité. Et donc, le propre des débats ne se passe pas en CMP. Sur ce texte précis, par contre, je comprends qu'on se dise, non pas qu'est-ce qui va se passer, quels articles vont être choisis par rapport au Sénat, à l'Assemblée, on le saura à la sortie. Mais ce qui est important, c'est que chacune et chacun assume ce qu'il va faire. Et c'est la même chose pour le vote auquel on s'attend là, à l'Assemblée. C'est une réforme contre laquelle 9 actifs français sur 10 sont contre. Et donc je pense qu'on a le droit de savoir, les députés qu'on a élus et qu'on a mis chacun à l'Assemblée, que votent-ils à chaque étape de ce texte. Je pense que c'est important de le savoir. Et donc je pense que il faut que les gens assument en fait ce qu'ils vont faire. Pour le coup. Et ça vaut aussi pour la CMP. Donc c'est peut-être un texte un peu exceptionnel. Si certains veulent raconter ce qui se passe en CMP, je pense que la démocratie et la transparence n'ont jamais fait de mal à personne. Dans vos rangs, il y a également un député écologiste, qui s'est fait le porte-parole de tous ses collègues, Jérémy Yordanoff, qui dit il faut supprimer le 49.3. C'est pas le scénario privilégié par le gouvernement, mais on peut pas l'exclure. Il peut y avoir un recours à... même l'utilisation du 49.3 n'est pas privilégiée par le gouvernement, mais on peut pas l'exclure. Ça peut se produire encore demain à l'Assemblée. Je rappelle que c'est donc l'adoption sans vote. La patronne des députés Renaissance lui a répondu que c'était un effet d'annonce et de buzz, parce que s'il avait voulu que son texte soit débattu, les écologistes auraient pu l'inscrire dans leur niche parlementaire. Pourquoi l'interdiction, la suppression du 49.3 n'a pas été inscrite dans la niche parlementaire des députés écolos et soumise au vote de tous les députés ? C'est une excellente question. Les députés, ils ont été élus en juin dernier. Nous avons 23 députés écologistes et il y a un fait majoritaire très fort dans ce pays. Donc la première fois qu'on pourra mettre des textes à l'ordre du jour, ce sera le 6 avril, plusieurs mois après notre arrivée. On a mis 8 textes dans cette niche. On aurait aimé en mettre 15, en mettre 25. On a dû choisir et on a choisi, les députés écologistes ont choisi de mettre des textes qui vont protéger les Français. On parle beaucoup de sécurité dans ce pays, de gros débats. Là, on parle des retraites, mais souvent on parle de sécurité. La sécurité, c'est aussi la sécurité de pouvoir se nourrir à prix abordable. Nous le défendrons. C'est pouvoir se promener dans la nature sans être menacé par des tirs de chasseurs. 80% des Français ont déjà eu peur de ça. Ce sera dans la niche. C'est pouvoir protéger les gens qui sont victimes de la sécheresse qui fissure les maisons sur les sols argileux. Ce sera dans la niche. C'est le RSA pour les jeunes. Ce sera dans la niche. C'est l'interdiction des panneaux lumineux publicitaires dans la rue qui dépensent de l'énergie qui devient plus chère pour rien, pour nous donner envie d'acheter des choses qui ne nous rendent pas plus heureux. Ce sera dans la niche. Donc le 49.3 n'est pas le péril majeur. Non, mais par ailleurs, ça a été déposé ce week-end et pour être dans la niche, c'est très technique, mais pour être dans la niche du 6 avril, il fallait le déposer avant. Mais ne vous inquiétez pas, le mandat, c'est 5 ans. Nous aurons d'autres niches et beaucoup de textes à défendre. Une petite question, vous disiez tout à l'heure, même si la loi est adoptée, on continuera les mobilisations. C'est ce que disent aussi les syndicats très clairement, à l'exception de la CFDT qui est plutôt sur l'idée de s'abstenir si jamais la loi est votée. Il y a une mobilisation qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est celle des éboueurs, à Paris en particulier, même s'il y a d'autres villes qui sont concernées, mais c'est sur Paris que les regards se sont concentrés. Ça commence à s'étendre effectivement en France. Le ministre de l'Intérieur a donné instruction au préfet de police de Paris, Laurent Nunez, de demander à la mairie, de réquisitionner des moyens afin d'évacuer les ordures. La maire de Paris jusqu'ici s'y est refusée. Elle soutient le mouvement d'opposition à la réforme des retraites et donc la grève des éboueurs. Est-ce que vous soutenez Anne Hidalgo ? Première chose, j'ai eu l'occasion de traverser Paris pour arriver jusqu'à vos studios. C'est sûr que c'est impressionnant ces images de poubelles qui s'entassent et c'est le cas dans d'autres villes en France. Ça permet quand même de prendre conscience de combien de déchets on émet par an. 561 kilos par an et par Français. Je pense que quand on voit ces tas de poubelles, on a une petite réflexion quand même sur notre mode de consommation et peut-être que c'est pédagogique. La deuxième chose, c'est que certes c'est désagréable, c'est pas confortable, etc. Mais 2 semaines d'inconfort par rapport à 2 ans de travail en plus, je pense que tout est relatif dans la vie et que c'est pour le coup le mouvement des éboueurs est soutenu par énormément de Françaises et de Français et énormément, y compris de Parisiens.
Vous craignez pas les conséquences sanitaires. L'une de vos adjointes, Les experts montrent représentante qu'il à n'y la a mairie de pas de Paris, sujet. disent qu'il y a pas. Alors l'Académie de médecine dit l'inverse pour le coup. Et pour vous, il n'y a pas de risque sanitaire sur la prolifération des rats, les maladies que ça peut amener, les parasites? Si ça a duré 3 mois, sûrement. Mais très sincèrement, vous voyez, c'est facile de dire le problème en France, c'est les éboueurs qui sont grèves. Dans ce pays, c'est toujours la faute des grévistes, des manifestants, des précaires et des prolétaires. Moi, je pense que quand on gagne aussi peu que ce qu'ils gagnent, qu'on est en grève depuis plusieurs jours sans salaire, il faut quand même le préciser, c'est des gens qu'il faut soutenir. Moi, ils ont mon soutien inconditionnel sur le mouvement, et que le ministre de l'Intérieur veut jouer les gros bras en montrant que même la grève, il s'en fout et qu'il peut interrompre les conséquences de la grève quand il veut. Très sincèrement, ça m'étonne pas de lui. Mais c'est pas ça le sujet. Vous dites si ça durait 3 mois, donc vous dites en creux qu'en fait le mouvement sera terminé d'ici là. Ça va poursuivre, mais pas longtemps. La grève des éboueurs. Mais je pense pas qu'on va pas ramasser des poubelles pendant 3 mois. De toute façon, M. Darmanin me semble prêt à aller les ramasser lui-même. Donc, Alors, de demander effectivement au service de le faire. c'est la première étape. 2 petites questions encore rapidement. Vous êtes à la tête, je le disais, du Parti Europe Écologie Les Verts depuis quelques mois seulement, mais vous avez déjà engagé un chantier parce que vous voulez transformer votre parti. Qu'est-ce qui ne marche pas aujourd'hui qu'il faut changer chez vous? Plein de choses, mais pas forcément dû que à nous. On est en 2023, il y a peu de gens qui ont envie de s'engager dans des partis politiques. Peut-être que même je les comprends un petit peu. Et donc, par contre, il y a énormément de Françaises et de Français qui ont un bout d'écologie dans leur tête. Des électeurs d'un jour, de toujours, ou des gens qui ne votent plus, des gens qui sont des grands-parents, des parents inquiets pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont des amoureux de la vie sauvage, qui sont émus quand ils se promènent en forêt, des paysans, des artisans, des entrepreneurs qui s'engagent déjà pour la transition, et ils ont nulle part où se rassembler. La classe écologique, comme l'appelait le philosophe Bruno Latour, potentiellement dans ce pays, elle est majoritaire. Mais il n'y a aucun endroit où on peut dire bonjour, moi je suis là. Pas juste un parti politique, pas juste une asso, un regroupement de tout cela. C'est ce qu'on va créer, un grand mouvement d'écologie qui ne sera pas que politique, où ce sera venez comme vous êtes et où chacun aura sa place. Et plutôt que dire, moi Marine Tondelier avec mes 4 copains de la direction, on est plus que ça, et on est tous copains. Mais on a une idée, on va faire comme ça. Nous, on est déjà là. Donc, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut, c'est un mouvement où se sentent bien les personnes qui devraient être là, qui n'y sont pas encore. Donc, c'est avec eux qu'on va le faire. C'est sur le site lesécologistes.fr. Vous avez une grande enquête populaire en ligne. Des cahiers de doléances, si vous voulez nous interpeller par courrier, par mail, par message vocal, vidéo, tout est possible. Chacun doit pouvoir le faire. Et il y aura des ateliers partout en France pour venir s'exprimer. Et à partir de tout ça, on tirera des gens au sort qui ont participé pour écrire avec eux, dessiner ensemble, imaginer les contours de ce futur mouvement. C'est quelque part, on se met en risque. Personne ne l'a jamais fait avant nous, mais c'est comme ça qu'on fonctionne chez les écologistes et ça va être une belle aventure. Eh bien, merci Marine Tondelier d'être venue sur ce plateau.